Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous savoir une fois de plus encore nombreux devant vos petits écrans pour recevoir chez vous cette émission qui est une émission dédiée à la culture congolaise dans tout le sens du terme et pourquoi pas la culture africaine. Comme je l'ai dit tout le temps, nous sommes dans un continent où tout le monde doit essayer de se mettre la main à la pâte afin de faire évoluer, de faire germer ce continent, particulièrement dans le domaine de la culture. Ce soir, une fois de plus encore, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de l'un des artistes les plus en vue de la place hip-hop au Congo, l'un des artistes qui a su, en tout cas, qui a su batailler au fil des années afin de faire asseoir son nom aujourd'hui sur la place de Pointe-Noire. Il est propriétaire d'un label, propriétaire d'un studio d'enregistrement. Il est à la fois artiste et il est aussi à la fois quelqu'un qui évolue dans le domaine professionnel, proprement dit. Il est dans une entreprise de la place. En tout cas, il a plusieurs casquettes. Il essaie de se démerder tant bien que mal pour faire vivre sa culture, pour faire vivre sa carrière musicale. Ce soir, nous avons comme ça le plaisir de recevoir sur ce plateau l'homme qu'on appelle Caceres et Paul. Avant d'y arriver, je vais quand même demander, je vais demander comme ça à tous ceux qui nous suivent de cliquer sur abonner, sur la cloche de notification et donner les likes s'il vous plaît afin de faire vivre cette émission, afin que YouTube nous permette d'être toujours en tête de liste pour que vous ayez la possibilité de suivre tout le temps cette émission. Alors, vous avez aussi comme ça la possibilité d'aller sur la page Facebook de l'émission qui n'est autre que Autopsie. Vous tapez Autopsie, vous avez comme ça la page Facebook de l'émission qui va s'afficher. Abonnez-vous s'il vous plaît. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour faire vivre l'émission parce que plus il y a des vues, plus il y a des likes, ça nous permet de prendre goût et ça nous motive de mettre un peu plus de temps, plus d'énergie pour faire vivre cette chaîne et cette émission. Et vous avez aussi comme ça la possibilité de nous suivre sur la chaîne DRTV. Une fois de plus encore, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être chez vous ce soir pour partager un moment agréable. Bonsoir Caceres et Paul. Bonsoir Majestic. C'est un plaisir. En tout cas, je te souhaite les bienvenus chez toi. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 10 ans que j'ai toujours voulu te recevoir sur cette émission. À l'époque de Hip Hop Zone, j'ai tout fait, mais je n'ai pas pu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les étoiles n'étaient pas encore alignées. Mais enfin te voilà. C'est un plaisir de te recevoir. Alors, quelle nouvelle? En tout cas, par la grâce de Dieu, tout va bien. La santé, ça va? La santé, ça va? Oui, ça va. Le travail, ça va? Ça va. On fait avec. En plus, bien habillé, hein? Toujours bien habillé, Merci. swag. Alors, Caceres. Oui. Je pense que tous ceux qui nous suivent ce soir connaissent un peu déjà le concept de cette émission. Le concept de l'émission est que nous avions envie de connaître comment ce que Caceres a embrassé la carrière musicale, comment ce que Caceres a évolué dans sa musique jusqu'à en arriver là où tu es aujourd'hui. Et on a la possibilité comme ça de faire cette émission dans les deux langues les plus utilisées, sinon dans les trois langues les plus utilisées au niveau du pays. Vous avez le lingala, le français et le mutuba. Et j'aimerais vraiment que de temps en temps qu'on revienne dans le lingala, le mutuba, ici un peu de français, parce que ça permet à tout le monde de nous suivre et notamment de vendre notre culture au niveau international. Voilà, je pense que tout est dit. Donc, Caceres, on rentre dans le vif du sujet. Comment as-tu embrassé la carrière musicale? La carrière musicale, je crois que c'est un truc qui est dans les sangs. Parce que je crois que tout le monde, tous les hommes naissent avec ça. C'est juste d'appliquer. Avant, j'étais un basketteur. Mais après le basket, il y avait un gars qui rappait. Je l'enviais, bien sûr. Et j'aimais écouter le rap. Je me suis inspiré de 50 Cent. Il fallait que je me lance aussi dans le truc. Donc j'ai répété dans le truc. Après, je me suis lancé dans le truc. C'était juste pour essayer. Et quand j'ai fait le premier morceau, les gens commençaient à me féliciter. Et c'est ça qui m'a donné un peu le courage maintenant de continuer. Parce qu'on me demandait des nouveautés à tout moment. On me voit quelle nouveauté. Donc c'est ça qui m'a poussé maintenant à percer dans le truc. Voilà. Et finalement, en quelle année as-tu commencé en fait? En quelle année as-tu commencé proprement dit? J'ai commencé en 2002. 2002. Oui. En tout cas, félicitations. Merci. Oui, c'est normal. Donc 2002 à 2022, ça fait exactement 20 ans. Oui, c'est exact. 20 ans. Alors, ayant fait le premier morceau que les gens appréciaient, est-ce qu'à cette époque, tu avais des modèles, des gens qui... Au niveau national, je dis bien, au niveau national, au niveau de Pointe-Noire, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspiraient, il y a des gens à qui tu voulais vraiment ressembler à cette époque-là? À cette époque,
Ah non, je ne vois pas. Personne ne m'inspire ici au niveau national. Et au niveau international? Au niveau international, à cette époque, c'était Booba, comment on appelle 50 Cent, bien sûr. Avec que 50 Cent. Il y avait que 50 Cent. Donc toi, ton nom, en fait, c'est que 50 Cent. 50 Cent, oui. Ah, d'accord. Mais c'est bien ça. Parce qu'il y a quand même un dilemme. Aujourd'hui, je pense que ça devient un peu plus facile. Tout le monde peut aller au studio, peut faire ce qu'il veut. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, pour tous ceux qui nous suivent, vous êtes propriétaire d'un studio qui est basé juste à Luandjili, dans le quartier de Luandjili, dans l'heure de l'église Christois, c'est bien ça? Oui. Oui. À l'époque, comment ça se passait en fait pour aller au studio? Est-ce que c'était aussi facile qu'aujourd'hui? Non, à l'époque, c'était chaud hein, pour y aller au studio, c'était chaud. Et ce n'était pas aussi le prix qu'on est en train de payer aujourd'hui. C'était un peu chaud. Il faut aussi arriver au studio tellement qu'il y a trop de gens qui veulent poser. Donc vous êtes obligé de faire la queue. Et non seulement ça, quand tu essaies un peu de bégayer sur ton morceau, on te refoule. On te demande de retourner chez toi à la maison pour aller bien bosser et revenir juste pour poser ton couplet en one shot. Donc c'était chaud, on a beaucoup galéré. Sinon à l'époque, on était beaucoup plus là dans des ruelles, on partait s'affronter, le freestyle quoi. Donc on a une radio cassette sur nous. On sait qu'il y a un rappeur dans tel coin, on débarque là-bas, on essaie un peu de se clasher et puis voilà quoi, c'était comme ça. C'est un peu comme ça que vous avez fait vos classes. Lorsque quelqu'un sortait un morceau à l'époque, on le prenait pour une vraie resta déjà quoi. Ouais, parce que c'était pas facile en fait, c'était pas facile. Et on était encore des mômes, on ne travaillait pas encore, donc du coup pour avoir des sous, pour aller poser un morceau au studio, c'était chaud. Et on n'acceptait pas aussi n'importe qui au studio. Ah voilà. Sachant que la musique en gros, c'est un domaine tellement complexe, tellement difficile. Vraiment, c'est pas facile de rentrer. Et la plupart des parents émettent souvent beaucoup de doutes quant à leur fils ou leur fille d'embrasser cette carrière. Toi, je ne sais pas comment ça s'est passé avec la famille. C'était facile ou bien il y a eu des... Non, avec les parents, ce n'était pas facile, puisque j'étais avec maman. Déjà la preuve, lorsqu'on commençait à me solliciter, parce que je n'aurai pas à la maison. Elle dit, lorsqu'elle vient là, non, arrête-moi avec tout bruit là, tout. Donc je suis obligé de tout arrêter. Peut-être me rencontrer dans la rue avec des frangins pour bosser. Mais par contre, quand les gens commençaient à me solliciter, il y a le Yaga Cédric de Facile à Santé que je salue en passant, qui m'avait ramené, ça c'est mon premier voyage bien sûr, pour aller à Dolisie pour faire un show. Lorsqu'il est venu voir le parent, parce qu'il ne peut pas m'emmener comme ça, je ne dépendais pas d'abord de moi-même, il fallait venir solliciter d'abord les parents. Mais lorsque maman a pris ça, en tout cas, elle a dit non, moi je ne veux pas d'abord qu'il puisse faire la musique, parce que dans la musique, si tu veux réussir, il faut forcément faire des sacrifices. Ça va lui pousser à chercher à avoir le succès et à donner maintenant les gens comme ça ne sont pas nombreux dans la famille. C'était dans les sens là quoi. Jusqu'à ce que le grand essaie un peu de convaincre maman et je suis parti. Mais sinon, ce n'était pas facile. Et elle a commencé à avoir maintenant la fierté en moi, c'est lorsqu'elle me voit maintenant à la télé. Voilà. Si elle est à la maison, elle voit, oh non, regarde, il y a ton fils qui passe à la télé, elle sait un peu lui mettre la chaîne, c'est moi qui passe. Donc, du coup, elle était un peu fière de moi comme ça et m'a laissé faire ce que je voulais. Quoi. Maintenant, ton premier morceau, Pop Mondit, tu l'as enregistré en quelle année? Mon premier morceau, je l'ai enregistré en 2000. En 2000, si j'ai vraiment la mémoire, en 2004 ou 2005. Donc 2 ans ou 3 ans après que tu as commencé? Oui. C'était pas facile. Hein? C'était pas facile en tout cas. C'est pas vraiment facile. Maintenant, d'accord. Alors, tu peux nous parler un peu comment ça s'est passé? C'était quoi? Qu'est-ce qui t'avait inspiré pour faire le premier morceau? Comment ça s'est passé pour aller au studio? Tu as eu l'argent où? Tu peux essayer un peu de nous en parler en fait. Bon, honnêtement parlant, j'enviais mon frangin rappeur qui jouait dans la même équipe de basketball que moi. Parce qu'on avait des filles qui venaient nous assister lorsqu'on jouait, mais les filles étaient convaincues beaucoup plus du gars. Moi, je me disais, mais attends, moi aussi je joue bien, pourquoi est-ce que les filles là sont convaincues du gars? Après, je dis, tiens, c'est un rappeur aussi, il fait 2 choses. C'est un rappeur, peut-être, c'est dans les sens là. Il dit, non, moi aussi, je dois me lancer dans le rap. Donc, avec lui aussi, on était un peu comme des adversaires, on avait des conflits. Donc, c'est là où je lui ai dit, bon voilà,
je dois arriver là où tu es et faire aussi mes bails à ma façon, quoi, parce que je me voyais un peu limité. C'est là où j'ai commencé maintenant à chercher à enregistrer un morceau. Et heureusement aussi, c'était un bon départ pour moi, pour le morceau là. Et finalement, financièrement, comment tu t'en sorti? Est-ce que c'est les parents qui t'ont soutenu? Est-ce que c'est toi-même? Parce que moi, je me souviens à l'époque, c'était parfois avec l'argent de poche qu'on nous donnait pour aller à l'école. Parfois, on enlevait un petit, quelques pièces qu'on mettait de côté. Une semaine après, on essaie... En fait, c'est un peu de... Parce qu'aujourd'hui, nous avions l'impression que tout est facile. Je veux que tu repasses un peu. Non, vous avez raison. À l'époque, pour ceux qui me connaissent, bizarrement, j'ai toujours pensé faire quelque chose. À l'époque, j'avais la cabine devant notre parcelle. Je faisais mes appels. Je vendais le pétrole. Je vendais le pain devant notre parcelle. Donc, je me débrouillais déjà pas mal, quoi, à l'époque. Même à l'école, en tout cas, maman nous donnait 50 francs. Aujourd'hui, les enfants partent avec les 2000 francs à l'école. Mais nous, à l'époque, on nous donnait des 50 francs. Les 50 francs pour aller bouffer à l'école. Mais moi, par contre, je partais parfois avec 1000 francs, parfois avec 2000. Parce que moi, je vendais déjà. Donc c'est là où j'ai commencé à essayer un peu d'économiser. Avec le bénéfice que je gagnais là, j'ai essayé un peu d'économiser. Et puis... et finalement, c'était quoi le premier studio dans lequel tu as enregistré? Il était où? Les studios dans lesquels... Ah, j'ai oublié les noms. Normalement, le quartier... C'était à Tchétché. C'était à Tchétché? C'était à Tchétché. J'ai oublié le nom. C'était à Tchétché. Et finalement, c'était quoi le premier morceau, le titre? Tu l'as toujours en tête ou bien avec le temps? J'en ai pas en tête, mais le titre peut-être. Juste le titre, c'est quoi? Le titre, c'était Changement. Ah. Non, je comprends en fait. En fait, c'était pour amener le changement du basket vers la musique maintenant. Bien sûr. Ah ouais, parce que tu en avais marre. Mais apparemment, si je comprends bien, apparemment, beaucoup de gens viennent dans la musique à cause des femmes. Ou à cause du succès, parce que c'est pas parce qu'ils ont vraiment la passion de la chose, mais c'est parce que d'abord, bon, on veut se faire aimer, on veut se faire apprécier par tout le monde. Apparemment, c'est ça en fait. Oui, à vrai dire, honnêtement parlant, déjà moi personnellement, ce qui m'a donné le goût de faire la musique, c'était ça, à cause des femmes, parce que j'étais maintenant complexé de mon gars là. Tellement que j'aimais les petites qui venaient là, mais les petites là ne s'intéressaient pas trop à moi, beaucoup plus penchées sur le gars. Donc c'est là où je me suis dit, c'est parce que le gars c'est un rappeur, donc moi aussi je dois me lancer de la musique. Voilà. Et quand tu t'es lancé, tac? Quand je me suis lancé, tac, c'est reparti. Et c'est reparti. Voilà. Mais ce n'est plus les petites là aussi que j'ai calculé, j'avais maintenant d'autres chances, tout. Voilà. Mais après, ça c'est d'abord le début. Et j'avais pas la maturité en moi. Je pensais que peut-être il y allait venir avec des femmes, mais non. Quand j'ai commencé à avoir maintenant un peu de l'intelligence, c'est là que j'ai su que la musique, c'est pas pour des femmes. Normalement, il faut chercher la thune. Mais toi, tu as une particularité en fait. Tu as une particularité. En tout cas, c'est ce qui te caractérise vraiment. Déjà, à l'époque, moi, j'étais fan de la musique, en fait, du rap français, particulièrement de Marseille. Mais toi, tu avais vraiment cette tonalité-là, marseillaise. Comment est-ce que tu as fait pour développer? En fait, pour d'autres, tu rappais comme des Russes, comme si tu avais un accent russe. Pour d'autres, c'était comme si tu avais un... Il y a ceux qui disaient non, tu rappais comme un Marseillais, d'autres disaient comme un Russe. Comment est-ce que tu as fait pour développer ce côté-là? Et pourquoi tu avais choisi de rapper comme ça? J'ai choisi de rapper comme ça parce que je suis Pounou, d'accord? Je suis côté Pounou, côté Vili. Donc du coup, les Pounou, lorsque le Pounou s'exprime, le R là, on ne dit pas par exemple repartir. Les Pounou disent repartir. Waramura. Tu vois? Donc lorsque le Pounou précisait le mot comme ça, je suis allé au village pour passer les vacances. J'ai vu la manière que ça s'exprimait, tout. J'ai dit, tiens, au lieu que je puisse dire aux gens, faire croire aux gens que je suis Pounou, je dois ramener ma tonalité à moi dans mon style de la musique. Parce que pour ne pas que les gens me prennent pour un, comment est-ce qu'on appelle ça, tribaliste, quelque chose comme ça. Donc il fallait que je ramène, donc je m'étais inspiré par des Pounou, la langue Pounou quoi. Le R, Warambora, Nandré, John, Nana, donc voilà. Il fallait que je ramène mon couplet comme ça, le R, pour créer un peu la différence parce que j'avais l'impression que c'est comme si tout le monde rappait de la même manière. Quoi, voilà. De la même manière. Donc il fallait ramener cette création-là. Là au moins, tu peux être dans le feat là où il y a au moins 10 rappeurs,
Du coup, dès que tu vas balancer ton couplet, tout le monde saura que c'est Casseresse qui pose. C'était bien réfléchi. Merci. En tout cas, félicitations. Non, mais sincèrement, vrai, c'est quelque chose qui t'a démarqué. Et je pense que la plupart des gens qui t'ont suivi, qui t'ont connu aujourd'hui, savent que, comme tu l'as dit, dès qu'un couplet de toi passe, on sait que ça, c'est Casseresse. Oui. Et vraiment, je tiens à te féliciter pour ça. C'est vraiment bien. Mais est-ce que ça te dérangerait de nous faire un petit acapella? Juste un petit, juste 2-3 mesures. Ok. Voilà. Yo. Ils ont rappé sans rien dire. Ils ont les duvets, moi la plume. J'entends les bobos. Mais le gars là, c'est qui? Eh, vous n'êtes pas dans un film pour commettre des crimes. Au micro, je vous compte tout salement. Je suis ni arabe, ni américain, mais allemand. Yi. Merci beaucoup. Non, ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, Casseresse, il y a un truc que tout le monde, en tout cas la plupart des artistes, se plaignent souvent. Casseresse, le clasheur. Casseresse, il aime les clashs. Casseresse, lui, il ne cesse pas de provoquer. Pourquoi est-ce que tu es allé vers ces clashs? Merci pour la question. Je crois à l'époque, je visais pas le clash. C'était beaucoup plus le message, je parlais beaucoup plus de moi. Ce qui m'a poussé dans le clash, c'est quoi? C'est lorsque j'ai commencé à avoir des conflits. Avec qui précisément? En tout cas, c'est comme dit, en fait, c'est de l'histoire. Parce que quand je pense pas à 2002, 2010, 2006, c'est le passé. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on a tout de retracer l'histoire. Même ceux qui vont me suivre, ce qui est strictement interdit aujourd'hui, c'est parler de votre vie privée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des femmes, des hommes, des enfants qui ne sont pas dans la musique. Mais pour tout le reste, les managers, les chroniqueurs, tous ceux qui sont dans la culture, je pense qu'on peut en parler parce que c'est juste une manière de retracer l'histoire. Voilà. Oui. Donc c'est dans le quartier, il y avait des clans, il y avait, nous tous on représentait le quartier, mais il y avait quelques secteurs qui ne s'entendaient pas avec l'autre secteur. Au moment que j'ai commencé à faire le rap, je voulais bien intégrer un autre crew là-bas que je tais le nom. Mais ils m'ont dit, pourquoi voilà. Tu le nom? Non, donne le nom du crew. Non, je préfère laisser ça comme ça parce qu'aujourd'hui nous sommes devenus frères. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais encore parler un peu du mal. Non, en fait tu expliques juste qu'à l'époque j'ai voulu intégrer votre tel clan et puis on est passé à autre chose. C'est tout en fait. J'ai oublié le nom du clan. Ah ok. J'ai oublié le nom. Je voulais intégrer le gars. Ils ont dit, voilà, toi on te pige en tant que basketteur. Un gars qui travaille dans une cabine, aujourd'hui tu veux faire le rap, pourquoi tout? Non, on ne veut pas te recevoir un peu tout comme ça. Donc du coup, ça m'avait mis un peu en conflit. Je n'ai pas du tout apprécié. J'étais obligé de bosser à ma façon. Mais lorsque j'ai commencé à bosser à ma façon, c'est des gens, ils ont appris maintenant. Parce que moi, ce qui est bien, dans le quartier, je suis ouvert. Je suis vraiment ouvert à tout le monde. Donc la majorité des petits, tous les jeunes du quartier m'aimaient. Même si je dinquais, ils étaient toujours là à me soutenir. Un rappeur vient là-bas, non, nous, notre rappeur, c'est seulement un tel. Même s'ils savent que toi, tu rappes mieux que moi, en tout cas, on va te dégrader là-bas. Notre rappeur, c'est un tel. Donc, ça a rendu un peu les autres crews là maintenant jaloux. Ils ont commencé à faire des morceaux. On me clash. Hein. C'est lorsque j'ai appris ça. Ça a ramené maintenant des conflits. Les petits qui viennent, non, voilà, les gars là, on a parlé de toi là-bas, ils sont en train de nous mal parler de toi, tout. Ça devait même mal finir, tout. Je dis, bon, ok, c'est comme ça. Oh, ils ont même fait un morceau, ils m'ont fait écouter le morceau, je dis, bon, d'accord. Comme si ils veulent la fête, c'est comme la guerre. Nous tous, on a les fusils, on a peur de personne. Hein. Voilà. J'étais obligé maintenant de gratter le morceau pour expliquer maintenant le gars. C'est là où le clash est parti. Est-ce que tu te rappelles de ton premier morceau clash? Mon premier morceau clash, non, ça fait... Vous savez, Majestic, si ça de calculer mes chansons, je peux en avoir au moins plus de 400. Oui, aujourd'hui, je peux en avoir au moins plus de 400. Parce qu'à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours motivé d'aller au studio. Parce qu'il y a des autres qui ne veulent pas dépenser pour la musique, pour ce qu'ils font. Ils veulent qu'il y ait toujours quelqu'un, surtout quand il s'agit de feat, hein, pour faire que ce soit toi qui dépenses pour eux. Mais je ne suis jamais découragé pour ça, donc j'ai sorti beaucoup de morceaux. En tout cas, le premier clash là, le titre, en tout cas, je ne m'en souviens plus. Et bizarrement, tu en as fait l'une de ta marque de fabrique. Tu es resté dans le clash, dans le clash, dans le clash, dans le clash. C'est-à-dire que c'est parti d'un crew
Et après, ça s'est étendu un peu partout. Ah, voilà. Parce que après les autres, tu as le problème avec les X, tu as fini avec eux. Il y a des autres aussi qui sont jaloux parce qu'ils étaient bien avec les autres aussi se mettent à te clasher. Mais puisque toi, tu ne te fatigues pas. Moi aussi, je ne veux me clasher parce que moi, mon inspiration actuellement, c'est le clash. Toi qui avais des problèmes avec les autres, pourquoi? Parce que, en tout cas, la plupart de tes morceaux, moi, parfois, en tout cas, j'aime toujours t'écouter parce que souvent, quand je veux me détendre, je sais que le gars là, il est en train de sortir des choses qui vont blesser les gens. Je t'écoute. Moi, chaque fois que je sais que quand ça sortir un nouveau morceau, je l'écoute toujours. D'accord. Je te remercie pour la question. C'est vraiment important pour moi, cette question-là. Vous savez, je vais vous dire une chose. De la musique, au Congo ici surtout, lorsqu'un rappeur commence à avoir un peu des ailes, pour les autres, en tout cas, c'est un problème. La réussite de quelqu'un ici, c'est un problème pour les autres. Donc lorsque tu as un buzz, tout le monde veut te clasher. Tout le monde veut maintenant expliquer ta vie. Donc c'est parti de là. C'est normal que j'ai des problèmes parce qu'à cette époque, lorsque les gens commençaient à parler, aujourd'hui là, moi je vais vous dire, honnêtement parlant, aujourd'hui, il y a pas mal de rappeurs qui se sont inspirés par mon flow. Il y a beaucoup de rappeurs, moi je ne vais pas balancer le blaze de quelqu'un ici, que des rappeurs que vous connaissez bien, qui se sont inspirés carrément par mon flow. Et quand vous remarquez même leurs couplets, ils sont là à balancer le R là. J'écoute tout le monde. Donc, lorsqu'on on parlait maintenant beaucoup de moi, quand tu viens dans le quartier, tu es nouveau, si on parle de rappeurs, c'est beaucoup plus le nom qui sortait. Bien sûr, moi, je suis avec mon grand frère Chab Joe là-bas, mais on ne voyait pas trop le Yaga Chab Joe. On voit beaucoup plus parce que moi, j'étais tout le temps là. Vous voyez, la musique, c'est la population. Il faut convaincre la population. Le grand frère Chab Joe, c'est des grands frères. C'est des grands frères qui nous ont vus venir dans le rap. Mais ils étaient un peu enfermés en eux-mêmes. Vous voyez? Mais moi, ce que je fais, c'est un peu d'embrasser le public. Donc du coup, je viens de le quartier, on parle de Cassorès. Ça commençait à rendre maintenant un peu les autres jaloux. Mais Cassorès, finalement, c'est qui? Cassorès, c'est qui? Cassorès, c'est qui? Et tout le monde cherchait maintenant à me clasher. Et du coup, quand j'écoute le morceau, automatiquement, je te réponds. Même si tu ne me clashes pas, tu parles même comme ça, en pleine émission, je te réponds. Et à cette époque aussi, on ne se mesurait pas seulement au micro. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est mon habitude. Si je vois que le micro ne se métamorphose pas pour commettre des crimes. Mais je vois que ça ne marche pas. Au micro, tout est permis. Même un enfant de 8 ans, moi, je minimise pas les gens. Tout le monde est capable. Parce que c'est juste la tête. Donc, quand je vois que c'est pas bon, ça ne marche pas, tu m'éclates, il n'y a pas de conclusion, moi je te patrouille. Hein. Si je croise, je te conne correctement. Donc, non seulement tu clashes le micro, mais tu vas aussi dans la fight avec... Dans la fight aussi, je tapais. Oui, c'est normal. Mais c'est comme ça. On a besoin du respect. Peut-être que moi, actuellement, moi là, je respecte mes anciens. Je respecte vraiment mes aînés. Et quand je parle des aînés, il s'agit beaucoup plus du Aga Chab Joe, parce que lui, il a fait aussi c'est lui qui a fait aussi Luandili. Parce que lorsqu'on parlait de rappeurs, c'est beaucoup plus Pita, Paka. À Luandili, c'était les Aga Chab Joe. Ce sont mes anciens à moi. Chab Joe, les Boderman, ce sont mes anciens. Jamais, je ne peux jamais manquer du respect à ces grands-là. Donc du coup, quand quelqu'un essaie un peu de me clasher, je vois d'abord, excuse-moi, je vois d'abord ta carrière musicale. Tu n'as même pas parfois l'âge de ma carrière et tu veux essayer un peu de me clasher. Je veux voir que ça ne tient pas de ces mesures avec toi sur le mic. C'est mieux que je te tape. Comme ça va te correctionner. Donc je règle ça parfois autrement. Non, il y a aussi un autre fait. Il y a aussi un autre fait que moi j'ai constaté. En tout cas, la plupart des questions que je te pose là, ça ne vient pas de moi. Oui. En tout cas, ça vient des gens qui m'ont demandé, parce que j'ai dit souvent, je demande un peu l'avis de tout le monde, des fans et tout. Je veux soit tel artiste, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont demandé de te poser une question très profonde. Ok. Casserès, pourquoi est-ce qu'on ne te voit jamais, quasiment pas, dans les shows publics, c'est-à-dire qu'avec d'autres rappeurs? En tout cas, il y a pas mal de grands clans ici à Pointe-Noire, pas mal de labels ici à Pointe-Noire, mais souvent dans les shows avec ces gens-là, comment tu as peur de te mélanger? Pourquoi? Avant, c'était ça, je faisais les shows, mais ce qui m'avait paumé, vous savez, le gars là, ils ont des partis pris. Tu me parles de quel gars? Ceux qui organisent les shows. Par exemple, vous organisez le show parce que vous êtes bien avec, moi. Vous appelez par exemple Chab Joe pour un show.
le gars, il a cartonné. C'est bon, tout le monde a mouillé le maillot, il a ramené le public. Mais quand il s'agit de donner des cachets, ça devient dans les coulisses. Et parfois, ce n'est même pas le prix qu'on s'était entendu. Arrivé là, parfois, c'est juste le déplacement que vous me donnez. Attends, ça, c'est carrément me ridiculiser. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ça ne sert pas que je puisse me lancer dans les histoires là. Si c'est un frère que je connais bien qui me ramène là-bas, je préfère me sacrifier pour aller faire un truc et se repartir. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de leur argent. Mais là où ça me marque beaucoup plus, c'est quand, lorsque vous vous invitez, par exemple, vous invitez Chabjo, vous invitez Boderman, vous invitez Caceres, les Chabjo ont posté, nous tous on a fait, on a mis le paquet, mais en arrivant sur les cachets, vous donnez par exemple 400 000 à Chabjo, 400 000 à Boderman, et à moi vous me donnez par exemple 30 000. Bon, est-ce que c'est possible à faire de... Après, c'est ça aussi. Est-ce que ce n'est pas une question d'organisation de votre côté? Parce que pourquoi est-ce que vous venez à un show ou à un spectacle sans pourtant discuter des clauses bien avant de monter sur la scène? D'où j'ai dit... C'est pas de l'amateurisme aussi de votre côté? Si, il y a des moments, on fait parfois confiance au gars. Le gars essaie de vous expliquer. Dans le monde du business, vous faites confiance? Mais non, il essaie un peu de vous expliquer. Bon voilà, je remarque que le hip-hop est un peu mort dans la ville. J'organise un truc, je suis votre frère. Si vous pouvez venir, à la fin, on va voir ce qu'on peut vous faire. Bon, un frère qui vous parle comme ça, gentiment. Donc tu vois, avec une tête de compassion, tu vois qu'à la fin, il y aura peut-être du lourd. Tu arrives, tu vois la salle pleine. Tu vois l'argent en train de rentrer comme ça. Tu t'attends à ce qu'on te donne peut-être un petit quelque chose, mais arrivé là, c'est pas ce que tu pensais. Et il y a des autres, on s'entend bien. C'est ce que je viens de dire même. Il y a des autres, parfois on s'entend. Que non, voilà, on va te donner par exemple même 200 000. Mais arrivé là, ce n'est même plus 200 000, même pas la moitié de 200 000 qu'on te donne. On te sort parfois 2 billets de 10 000 francs. On te donne 20 000. Attends. Mais parfois tu as ramené pas mal de gens, tu as payé les taxis aux autres, il y a des gars qui ont fait des feats avec toi, venez, voilà, voilà, voilà. Arrivé là, ce n'est pas ça. On se sent un peu ridiculisé. C'est là où je me suis dit, moi-même j'ai l'habitude aussi d'organiser des specs. Je me suis dit, bon, je préfère rester dans mon coin. Si c'est un frère de la famille, je préfère aller prester gratuitement pour un gars à moi que d'aller encore dans le coin où je sais que c'est un gars que je ne connais pas d'abord. Hein? Et le gars qui donne des bons paquets de l'autre côté là-bas, il me ramène parfois 2000 francs pour prendre le taxi. Je ne sais pas ce qu'il va balancer là-bas de l'autre côté. C'est des gens. Maintenant, parlons un peu de ça, Caceres. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est en tout cas, c'est les spectacles. Les studios, aujourd'hui, on a des très bons studios. Vous avez des très bons réalisateurs de clips. Aujourd'hui, vous avez des très bons ingénieurs de son. En tout cas, tout s'améliore du côté technique. Ouais. Maintenant, c'est un peu de votre côté où vous, les artistes, que les choses ne marchent pas vraiment. Comment faire pour qu'aujourd'hui, votre musique se vende normalement pour que les gens viennent tout le temps à vos concerts? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les choses ont changé, mais moi je pense que je suis là, en tout cas, à ma vie tout le temps pour les spectacles. J'anime un peu les spectacles de gauche à droite. Je regarde un peu comment ça se passe. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un artiste hip-hop de Pointe-Noire est capable de remplir une salle, ne fût-ce que de 1000 personnes à lui seul, sans invitation, sans colporter d'autres personnes? Ah non, je pense pas. Je pense pas. Non. Pourquoi? Ben, parce que la majorité des gens qui sont là, ils n'ont pas vraiment la force de faire un morceau en solo. Et tu vas remarquer, la majorité des artistes qui sont à Pointe-Noire, qui commencent à voir le nom, c'est par derrière une personne. Tu entends ce moment parce qu'il a côtoyé un tel, il a commencé à avoir le buzz. Il a côtoyé un tel, il a commencé à avoir le buzz. Et du coup, la majorité de ce morceau qui cartonne, il est dans les feats. Donc, si vous vous appelez par exemple le gars qui vient... Il y a même quelques morceaux qui ont buzz à Pointe-Noire. Je prends même l'exemple de ton grand frère Chabjo, avec le morceau Oula Ousha. Il était seul. Je prends quelqu'un d'autre que tu connais bien, Boderman, avec Imeni Meni. Ça a bien marché, il était seul. Je vais prendre comme ça, comment ça s'appelle, Mixtone, avec Yulai, il était seul. Je vais prendre Ya Techno, avec SNE, il était seul. Il y a quand même des morceaux. Aujourd'hui, tu prends Sam Samurai, avec
je pense que c'est une trilogie, si je ne me trompe pas, de ces trucs Sapo Gang. Il est seul. Maintenant, là où moi je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que ces artistes-là, avec tout ce nom, même toi y compris, tu as fait des morceaux qui ont marché. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes incapable de remplir des salles si vous êtes seul en spectacle, c'est-à-dire si vous êtes mis en tête d'affiche? D'où j'ai dit non. Les noms, l'artiste pour avoir le fan, c'est des featuring. Nous-mêmes comme ça, si vous faites le rap par exemple, vous êtes en Goyo, moi je ne connais pas tous les gars qui traînent avec vous. Vous non plus, vous ne connaissez pas tout le monde qui traîne avec moi. Mais une fois qu'on se mélange sur un morceau, les gars là vont, à travers vous, ils vont me connaître. Ainsi de suite. Et à travers moi, mes gars aussi vont te connaître. Ainsi de suite. Donc là, j'ai gagné aussi une partie des fans en Goyo. Mais dire que moi-même, seul, j'organise un truc, que là, hein, on organise un show spécialement Casseresse. Donc, il n'y aura pas d'autres artistes, tout, ça va paumer les gens. Oui, mais aujourd'hui, non, moi, mon souci, c'est quoi? Casseresse, tu es un garçon très talentueux. En tout cas, je pense que tout le monde le sait. Tu es un garçon très talentueux. Déjà, je le dis pour tous ceux qui ne le savent pas, si vous voulez découvrir en fait la musique de ce garçon, je pense que dans la description de la chaîne YouTube, je vais mettre le lien qui va vous rediriger vers ses clips ou vers sa chaîne. Ou encore, vous tapez Casseresse et Paul. C'est bien ça, si je me trompe pas. Oui, Casseresse et Paul officiel. Voilà, Casseresse et Paul officiel sur YouTube. Vous avez comme ça tous les clips de... En plus, vous avez toujours de la musique très, très engagée. Quelquefois, je me dis, ah, ce gars... Moi, je me dis, mais le gars, là, il est arrivé juste au bord de la frontière. Est-ce que... Voilà. Aujourd'hui, on voit les Inosbi. C'est vrai que ce n'est pas le même pays, ce n'est pas la même réalité. Mais Inosbi, il a commencé en 2010. Inosbi devient une star internationale. On voit les Gaz Mawete qui ont commencé en 2014-2015 là. C'est des stars internationales. On voit... Et c'est des gens qui viennent jusqu'ici, remplissent des salles. Vous devez normalement connaître quelque chose. Les artistes quinois, lorsqu'ils se lancent dans la musique, ils sont prêts à tout. Lorsqu'on dit, tu veux rentrer dans le truc pour avoir le succès, il faut passer par-ci, par-là, tout. En tout cas, pour eux, c'est tout à Kwenda. Excuse-moi. Je ne pense pas qu'on vous dit dans ce truc, ceux qui nous suivent, je ne pense pas que ceux qui nous suivent chez eux comprennent ce que vous voulez dire. L'objectif de cette émission, c'est vraiment retracer une histoire, c'est vraiment être un peu plus clair pour que les gens... D'accord. Je disais... Les Congolais de la RDC. Les Congolais de la RDC, lorsqu'ils s'engagent de la musique, et le Kobasalaka, on a posé à buzz. Donc lui, il s'est dit que non, la musique nanga, faut na djambongo, faut na brouiller dans le monde entier. Partout là où il va partir, on lui dit que toi, pour avoir le buzz, pour avoir le succès, faut plus à maman. Et il donne. Ils ne réfléchissent pas. À Kendeboyo, bien, il faut que béton na sima, na moninga mobali pour du succès. Il est tout à Kwenda parce que lui, il est na idée donc hasard déterminé. Il faut ngaka top wana donc tout haut ba proposer tout ba osala e. So ka na position ko salango andima. Mais chez nous ici les Congolais, d'abord vous allez voir, il y a moins de gens qui sont dans des trucs, des triple 6. Excuse-moi, vraiment, c'est très important ce que vous dites, c'est très important. Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas déterminé. Non. Vous n'êtes pas déterminé. Nous ne sommes pas déterminés. Non. Vous y compris, hein? Là, moi, en tout cas, je parle bien de toi. Sûr. Tu n'es pas engagé dans ta musique. En fait, pour toi, tu fais ta musique juste pour t'arrêter dans le quartier ou au niveau de Porte-Noire, c'est ça? Avant, je visais des sous. Je faisais des sous, le buzz bien sûr. Mais lorsque j'ai commencé à voir des gens qui m'ont... J'ai eu au moins 2 personnes qui m'ont proposé. 2 personnes. La première personne m'a invité, m'avait donné même 200 000. En me donnant son numéro, les 200 000 là, tu mets juste le crédit pour m'appeler. J'arrive, on se fixe un rendez-vous, il me ramène dans une pâtisserie. Voilà ce qu'il me propose. Il me parlait un peu en parabole. Quand j'ai essayé de faire l'examen de conscience, je me suis dit non. Vu que c'est la musique, et les paroles de ma maman me revenaient dans la tête. Que la musique, moi je ne veux pas que tu puisses faire la musique, c'est à cause de ça, parce que ça vous pousse toujours de rentrer dans la franc-maçonnerie, et puis vous allez comme ça donner des gens. Du coup, quand le monsieur me parlait, j'ai senti qu'il y a quelque chose
qui louche. Donc j'étais obligé de refuser. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, on va chuter pour la première partie de notre émission. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés sur la chaîne YouTube de cette émission. Comme je l'ai dit tantôt au début de cette émission, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de mettre la notification, d'activer la cloche de notification afin que vous ne raterez pas les prochaines émissions, vous ne raterez pas les différentes analyses que nous ferons sur cette émission, parce que je vous informe que au-delà, en dehors des émissions en interview, il y aura aussi des analyses que nous allons faire pour analyser un peu la culture africaine en général, pourquoi pas internationale. Alors nous voici à la fin du tout premier numéro que j'ai avec mon artiste ce soir, et je pense que sur la même chaîne, même heure, vous aurez comme ça la possibilité de nous revoir tous ensemble. En tout cas, je vais saluer comme ça Landry Mulumbu, le réalisateur de cette émission. Je vais saluer Joël Sita Obaya, le directeur de la DRTV. Je vais saluer comme ça mon confrère Kevin Lemboussou, en tout cas big up à toi. Je vais saluer comme ça l'homme qu'on appelle Héritier Toi. Pourquoi pas faire des big salams, en tout cas des big salams à l'homme qu'on appelle, il y a Christian Mokito, Lidalala, l'homme à la générosité qui ne dit pas son nom. Je vais saluer comme ça toute la famille Ndjembo, particulièrement Ndjembo, Mathias, Ludovic. Salutations à toi papa, pourquoi pas la famille Bouété, en tout cas toute la famille Bouété, la descendance de Bouété. Je vais saluer comme ça Madame Ndjembo, Makila Marie-Thérèse. Salutations à toi. En tout cas, pour clore cette émission, honneur et respect à l'homme du droit civil. L'homme s'appelle Goma Roland. Mes salutations à toi, mon empereur, l'homme qui partage sans regarder ce qu'il donne. En tout cas, on se retrouve sur cette même chaîne, même heure, même présentateur. On se retrouve pour la prochaine émission.